Merci à toi. 35 000. Retenez bien ce chiffre. Selon l'ISP Research, qui ont mené une étude en 2017, 35 000 correspond au nombre de décisions que nous prenons en moyenne par jour. Je m'appelle Guillaume Mathias. Je suis expert en neurosciences et en sciences cognitives. De façon un petit peu moins barbare, mon métier consiste à étudier comment fonctionne le cerveau humain pour comprendre comment nous, en tant qu'individus, on va se mettre en mouvement pour pouvoir s'adapter à nos environnements et qui sont en perpétuel changement. 35 000 décisions, c'est colossal. Mais de quoi on parle exactement? Eh bien, 35 000 fois dans la journée, votre cerveau va devoir trouver des stratégies adaptatives pour pouvoir s'adapter. On est des organismes vivants. Et si vous prenez un organisme vivant qui n'a pas de capacité d'adaptation, à combien même l'environnement change, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc on a la chance de pouvoir se mettre en mouvement pour pouvoir s'adapter et survivre. 35 000 décisions par jour. Je ne sais pas si vous avez tous comme ça la sensation de décider de choix adaptatifs 35 000 fois par jour. Moi personnellement, pas du tout. Et pour cause. 99,74% de vos décisions échappent totalement à votre conscience. Ce que je suis en train de vous dire, alors qu'on est justement en train d'étudier la thématique Keep Control, eh bien, c'est que 99,74% des choses que vous faites, vous n'en avez pas le contrôle. C'est votre cerveau qui va le déclencher automatiquement, vous ne le conscientisez pas, et donc, ça échappe à votre capacité de contrôle. Là, de suite sur la thématique, on est en train de se dire, waouh, c'est pas gagné. On va essayer de se rassurer, on va essayer d'être un petit peu optimiste quand même dans tout ça. Il nous reste 0,26% des décisions. Ah, là, c'est moi qui décide. On va tempérer un petit peu ça. Puisque depuis mars 2019, avec les travaux qui ont été réalisés notamment par Joel Pearson, en mars 2019 donc, eh bien on est capable de pouvoir prédire la décision que va prendre une personne en la mettant dans un scanner IRMF. Ça nous permet de pouvoir observer l'activité cérébrale du sujet, de le mettre dans un contexte décisionnel, et dans ce contexte-là, en observant le fonctionnement de son cerveau, on va pouvoir prédire la décision qu'il va prendre jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience. Je vous laisse cogiter la signification de ça. Je vois vos regards blêmes, vides et blêmes, que oui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans 100% des cas, votre cerveau décide avant vous. Et que monsieur daigne bien vouloir, dans 0,26% des cas, nous en informer. Keep control. Alors, je vais vous présenter... c'est dans l'autre sens. Je vais vous présenter... Voilà. Moi et mon cerveau. Moi et mon cerveau. Vous avez peut-être l'impression que dans mon discours, et à juste titre, qu'il y a une petite base un petit peu schizophrénique. Comme si on était deux dans ma tête. On est plus que ça, mais c'est un autre sujet. Eh bien, c'est peut-être pas si faux que ça. Qu'est-ce qui va faire la différence entre moi et mon cerveau? Moi, qu'est-ce que c'est? Sur la thématique, suis-je vraiment à l'origine de mes décisions? Le je, le moi. Eh bien, ce moi-là, c'est pas la totalité du cerveau. C'est principalement une partie qu'on appelle le cortex préfrontal, qui se situe ici. Alors chez moi, c'est bien, on le voit bien, hein, qui est basé ici, qui, en rebond avec d'autres structures corticales, va permettre de faire venir la conscience de soi, la conscience d'exister. C'est un pouvoir absolument fabuleux. Juste pour s'amuser comme ça, vous avez déjà réalisé que le cerveau est le seul organe qui a pu choisir son nom? Le foie n'a jamais eu le choix. Mais c'est bien votre cerveau qui a choisi son nom. Eh bien, cette capacité-là, ce pouvoir-là qui est juste extraordinaire, a un défaut malgré tout.
c'est qu'avec son super pouvoir, il a l'impression d'être le tout. En fait, il ne sait pas très bien où il commence et où il s'arrête. Non seulement il a l'impression d'être effectivement le préfrontal, mais le cerveau, mais également le reste du corps. Quand je vous montre ma main comme ça en faisant coucou, on est bien conscient que c'est ma main, c'est moi. Mais si je me coupe un doigt, est-ce que je suis un peu moins moi? Non, ça n'en reste pas moins. Enfin, ça reste moi. Tout simplement parce que mon doigt n'est pas constitutif de la conscience de soi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon cerveau, et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que si mon cerveau ne m'en informe pas, eh bien que ce n'est pas moi? Eh bien, c'est que 99,74% des déclenchements de mise en mouvement ne passent pas dans cette zone du cerveau. Et comme ça ne passe pas dedans, ça n'émerge pas à ma conscience. Je n'ai pas l'impression que ça vient de moi. C'est la frontière très très ténue, notamment qu'on va retrouver dans la théorie freudienne, du conscient et de l'inconscient. On va s'amuser à faire un petit truc pour essayer de toucher du doigt cette frontière entre les deux. Vous avez tous conscience qu'on se parle en permanence dans notre tête. Oui? Pas tout le monde qui oscille. Vous entendez tous cette voix dans votre tête. Oui? Alors rassurez-vous, c'est tout à fait normal. À la condition que ça soit votre voix. Si ce n'est pas votre voix que vous entendez, c'est un autre problème, on pourra en parler plus tard. Je vous dis que c'est normal, mais vous avez déjà réalisé à quel point c'est bizarre de se parler? C'est super bizarre. Si vous vous parlez, c'est bien que vous avez construit la phrase. Si vous avez construit la phrase, nécessairement, vous saviez ce que vous vouliez vous dire. Faute de quoi, vous n'auriez pas pu construire la phrase. Alors, si vous saviez ce que vous vouliez vous dire, pourquoi vous vous parlez? C'est à peu près aussi tordu que prendre son téléphone portable. Tiens, je vais m'écrire un texto. Hop, je me l'envoie, je le pose. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis écrit? Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas lu. Et pourtant, c'est bel et bien ce qu'on fait. À mon go, vous allez commencer une phrase, vous allez vous parler de quelque chose, vous dites ce que vous voulez. Par exemple, il est tordu, ce chauve. Ça marche aussi. Mais quand je vous dis stop, vous arrêtez net. OK? Attention, 3, 2, 1, go. Stop, qu'est-ce que vous vouliez vous dire? Eh bien justement, vous êtes obligé de finir la phrase pour savoir ce que vous vouliez vous dire. Pourquoi? Eh bien justement parce que l'intention du message se situe en dehors de cette zone du cerveau. Mais cette intention, il va bien falloir trouver un moyen de la faire passer dans les aires corticales responsables de la conscience. Et le langage est une modalité de représentation, une modalité qui va permettre de faire passer le flux d'intention dans le champ de la conscientisation. C'est effectivement pour ça qu'on se parle. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Maintenant, si on regarde un petit peu moi et mon cerveau, la différence qu'il va y avoir entre perception et donc entre mon cerveau et moi. Eh bien, mon cerveau, on l'a vu, il agit très très vite, puisqu'il est capable de prendre une décision avant que j'en ai conscience. Son temps, son action va être majoritairement de percevoir, d'évaluer et de déclencher les passages à l'action. Ce qu'on appelle en anglais généralement le PVA, Perception, Valuation, Action, qui va s'opérer à peu près entre 40 et 230 millisecondes. Ça dépend des différents champs. En tout cas, c'est très très rapide et ça se passe avant qu'on en ait conscience. Et ensuite, ça va être poussé dans 0,26% des cas dans le champ de conscientisation. C'est effectivement vous, quand vous prenez une décision, que vous rationalisez la décision, que ça va être poussé à votre champ de conscience. À la limite, jusque-là, ça va à peu près. Là où ça se complique, c'est quand on commence à faire la différence entre les champs de perception et les champs de représentation. C'est pas le tout de s'adapter à des environnements. Il faut déjà les percevoir, ces environnements. Et pour percevoir les environnements, on a besoin de nos sens. Nos sens vont être des récepteurs qui, lorsqu'ils sont en contact de certaines informations, vont être stimulés et envoyer une impulsion électrique au cerveau. On arrive ici. Et là, il faut savoir que mon cerveau reçoit à peu près 11 millions d'unités d'informations par seconde. Okay? Et ça va rejoindre un énorme bain d'informations. Il y a à peu près 400 milliards d'unités d'informations traitées en tout chaque seconde par mon cerveau. Mais en revanche, il n'y en aura que 2000 qui seront portées à ma conscience.
soit 0,00001%, je crois. Je me plante tout le temps dans les zéros. Donc c'est infime. Mais ce qui est porté à ma conscience, on est bien d'accord que vous ne recevez pas juste des 0 et des 1. Vous ne recevez pas juste des impulsions électriques. C'est une traduction. Notre cerveau se crée une représentation de ce qui est, une représentation des environnements dans lesquels on évolue. Et que signifie le mot représentation? Eh bien, c'est quelque chose qui est représenté. Représenter à nouveau dans notre tête ce qui est à l'extérieur. Et on ne peut vivre que dans le champ de représentation. On déclenche nos stratégies adaptatives volontaires en fonction de ce qui est dans notre tête. Est-ce que ce qui est dans notre tête est fidèle à ce qui est? Rien n'est moins sûr. On va juste s'amuser rapidement pour que vous puissiez prendre conscience que vous vivez dans les environnements que vous construisez dans votre tête. Donc là, je vous envoie un flux perceptif qui reste constant. Il ne change pas. On a des taches violettes. On en a une qui disparaît successivement, de façon circulaire, et on a une croix noire au milieu. Ça, c'est le flux d'informations perceptif. Maintenant, je vous invite à fixer la croix noire et à ne surtout pas porter votre regard sur autre chose. Fixez bien la croix noire. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Non, je déconne. Non, fixez bien la croix noire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les points violets, effectivement, vont disparaître au profit d'une tache verte qui tourne autour de la croix noire. Votre cerveau change la représentation du flux de perception. Ce n'est possible que parce que vous vivez dans la représentation qui est construite dans votre tête. Mais à la seconde où vous allez vouloir porter votre regard sur le point vert, pouf, il disparaît, hop, et les points violets reviennent. OK? Allez, juste un petit deuxième, juste pour le plaisir. Nous avons ici deux faces d'un cube. On est bien d'accord? Je sens que tout le monde se méfie d'un seul coup. Non, on n'est plus d'accord du tout, là. Chiant, le chat. Eh bien, on a un cube dont le centre est ici. Il marche comment celui-là? Hop, on a un gris foncé, et aussi on a un blanc gris clair. On est d'accord avec ça? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que les deux faces du cube sont exactement de la même couleur. Pour pouvoir vous en assurer, je vous invite, avec le doigt comme ça, ou deux doigts, à venir masquer cette zone-là. Et effectivement, instantanément, on s'aperçoit que ces deux centres sont exactement de la même couleur. On change le flux perceptif, vous allez changer mécaniquement le flux perceptif, et votre cerveau va changer la façon qu'il va avoir de le traduire. Retenez bien ça, on vit, donc si on veut étudier comment un individu s'adapte à ses environnements, il ne faut pas chercher à étudier comment il s'adapte à ce qui est autour de lui, mais à la façon dont il se les représente, puisqu'il s'adapte aux environnements qui existent dans sa tête. Moi et mon cerveau. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une rationalisation des environnements qu'il perçoit. Une rationalisation, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte que cause-conséquence puisse se suivre. A supérieur à B, si A supérieur à B, B supérieur à C, tous en cœur, normalement, vous me répondez, alors C supérieur à A. C'est ce qu'on appelle une rationalisation. Et donc, pendant toute la période du XXe siècle, on est intimement convaincus que nous étions des acteurs socio-économiques rationnels, que nous répondions à la logique de la raison. On a défini, en sciences économiques et en sciences sociales, l'acteur Homo economicus. Et nous avons développé des environnements d'interaction entre nous ou avec la société basés sur la raison. Jusqu'à ce que, à peu près, dans les années 80, émerge la notion de « sommes-nous vraiment rationnels ?» Je vais donner juste quelques exemples qui vont vous parler très très rapidement. Tiens, dont un visuel. Ces gens-là payent pour faire du sport. Rigolez pas trop. Rigolez pas trop. On connaît tous des fumeurs qui mangent bio. Ça fait partie des états irrationnels. À main levée, qui considère que faire du sport, c'est super important pour la santé? Ouais. Qui considère faire suffisamment de sport chaque jour? Nous sommes des acteurs socio-économiques
irrationnel. C'est effectivement ce qui a émergé dans les années 80-90, sauf que dans cette période-là, difficile de comprendre pourquoi. Et avec l'émergence des neurosciences et des sciences cognitives, eh bien, on a pu approfondir ces champs-là. Pourquoi nous sommes des acteurs socio-économiques irrationnels? Parce que nous répondons, et ce qui va déclencher la stratégie adaptative dans ce laps de temps des 40 à 230 millisecondes, répondent non pas à la raison, mais à la logique du vivant. La logique du vivant, c'est quoi? Eh bien, sous les structures sous-corticales, on va faire simple, dans le système limbique, notre système limbique va étudier si quelque chose est bon ou pas pour nous, mais pas par rapport à la raison, par rapport à des états physiologiques. On est des organismes vivants, on doit maintenir des équilibres internes, qu'on appelle des états homéostatiques. Si jamais il commence à y avoir un déséquilibre trop important, alors vont se créer en moi des états de tension. Et ces états de tension vont me mettre en mouvement. Sans tension, pas de mouvement. Et donc ces mouvements sont bien là pour développer des stratégies adaptatives pour maintenir mes équilibres internes. Dans ces équilibres internes, on va avoir des situations qui vont générer de l'aversion. La douleur, par exemple. La douleur, c'est quoi? C'est une sensation, c'est une perception, on appelle ça la nociception. C'est une sensation dans laquelle je suis très aversif. Et parce que j'en suis aversif, ça crée un état de tension interne en moi qui va m'obliger à réagir pour que cet état de tension et de déséquilibre cesse et que je puisse retrouver un équilibre interne. On a exactement la même chose sur des choses qui sont à l'inverse très positives, comme le circuit de la récompense avec le circuit dopaminergique, qui va nous amener à aller chercher et à maximiser des plaisirs, l'ocytocine qui va nous amener à créer du lien entre nous, la sérotonine qui nous donne la conscience d'exister, la nécessité d'être, et bien doser la notion de bonheur. Les endorphines, on plane avec les endorphines. Et tout ça vont être des déclencheurs physiologiques, neurologiques. C'est également ça, la conséquence de ces productions, non seulement vont permettre de rétablir les états internes, mais les ressentis physiologiques sont les origines même de vos émotions. Lorsque je prends un gros shoot de dopamine, la notion de plaisir. Lorsque je prends un gros shoot de sérotonine, la fierté, je suis, etc., etc. Mais ça ne répond pas à la raison. On le sait très bien. Quand on commence à toucher au paquet de cacahuètes, on n'en mange pas qu'une. Et pourtant, c'est pas raisonnable. Le carré de chocolat, le carré de chocolat. La plaquette y est passée. Ce qui va se passer derrière, un petit exemple. Vous sentez bien l'état aversif? Je la laisse pas longtemps. Il y a des personnes phobiques dans la salle. Et à l'inverse, il est trop mignon. Mais dans les deux cas, c'est totalement irrationnel. Vous le savez, ce sont des photos. C'est des images. Ce qui nous met en mouvement n'est pas la raison. Ce sont ces états physiologiques. Ce qui se passe ici, pourquoi est-ce qu'on a autant de tension? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut garder le contrôle? C'est parce qu'on vit en société. Et que si on lâchait les chevaux juste sur les déclencheurs, ça serait un chaos absolu. Heureusement pour nous, dans la partie préfrontale, dans la partie orbitofrontale, on a ce qu'on appelle des régulateurs, des inhibiteurs. Ils vont être là nécessairement pour tempérer ces réactions-là. Oui, mais maintenant, comme on doit évoluer en permanence dans une société qui a été rationalisée, et on intensifie les flux, on intensifie la vitesse, on intensifie tout ce qu'on peut dans un contexte rationnel, l'interaction avec des acteurs irrationnels. Ce qui nous pousse à un hyper-contrôle, à une hyper-inhibition. Et cette hyper-inhibition va produire elle nécessite beaucoup d'énergie et nous amène parfois à trop vouloir contrôler, et bien tout simplement à s'épuiser. Surcharge mentale, dépression, burn-out, maladie chronique, stress chronique. En 2003, c'est le professeur Herbert, si je ne dis pas de bêtises, qui disait que 80% des consultations médicales étaient liées au stress chronique, à la surnécessité de contrôle et d'adaptation qui amène l'organisme à s'épuiser, à vouloir se contrôler au maximum pour essayer de caler à la rationalisation de nos entreprises. Alors, en mot de la fin, oui, c'est important de garder le contrôle, de savoir exactement sur quoi on veut le porter, pour tempérer les choses. Ça, c'est ce que nous, on peut faire. Mais deuxième réflexion, c'est de commencer à réfléchir comment sortir de l'hyper-rationalisation de nos environnements du XXe siècle pour commencer à adapter nos organisations et nos environnements, non plus à la raison, mais à la logique du vivant. Keep control.
mais pas trop. Merci.